Ils portaient des couronnes. Mais derrière le velours, leur corps pourrissait. Dans les plus grands palais de l'Europe, quelque chose de l'indicible se propage. Avec honte, hauteusement. Il n'est pas venu avec des armées. Ou assassins. Cela venait de leurs propres chambres. Et il a détruit des lignées de l'intérieur. Ce soir, nous découvrons que l'histoire de la maladie royale a tenté d'enterrer, et les 5 dynasties qu'elle a presque anéanties. L'histoire ne commence pas avec une guerre ou une trahison, mais avec un prince qui n'a jamais voulu la couronne. Luís du Portugal est né en 1838, le deuxième fils de la reine Maria II. Un garçon calme dans une cage dorée, jamais voulu gouverner. Son frère aîné Pedro était l'héritier, le futur roi. Luís, il avait la liberté de dériver. Et il l'a fait. Il a passé ses journées à perdre dans des livres, à maîtriser les langues, à traduire Shakespeare à la chandelle. À l'élite de Lisbonne, il était le prince poétique, cultivé, charmant et sans effort avec les dames. Alors que son frère portait le poids du trône, Luís a dansé à travers les salons et a provoqué les jardins royaux, sans attache et adoré. C'était la vie parfaite. Jusqu'à ce que le destin les brisait. En 1861, une catastrophe a frappé le palais royal comme une peste silencieuse. Une maladie mystérieuse, certaines ont dit que la typhoïde, d'autres choléra, a roulé à travers la famille. En quelques semaines, 3 princes étaient partis, Pedro, Fernando et João. La ligne de succession s'est effondrée en un instant. Et Luís, le prince le rêveur, était soudainement roi. Il avait 33 ans. Non préparé. Et seul. Avec ses frères partis, la pression est montée rapidement. Produire un héritier. Sécuriser la dynastie. Luís s'est tourné vers les grands tribunaux de l'Europe pour obtenir des conseils, écrivant en désespoir de la reine Victoria et du roi Léopold. Leur réponse a été franc, se marier et rapidement. Mais le matchmaking royal n'a jamais été simple. Le premier choix de Luís, Maria Teresa, d'Autriche, n'était que de 16 ans, et son père a refusé. Ainsi, une nouvelle épouse a été choisie, Maria Pia de Savoie, âgée de 14 ans, fille du roi italien. Une enfant reine, envoyée avec des bijoux et des bénédictions à un pays étranger. Au début, cela semblait être un conte de fées. Luís était tout ce dont une fille pouvait rêver, main, poétique, un roi qui a cité Shakespeare et a écrit des versets sous Starlight. En 18 ans, Maria Pia lui avait donné 2 fils. Elle est devenue la reine bien-aimée du Portugal, rayonnante, gracieuse, adorée par le peuple. Mais derrière les portes du palais, l'histoire était déjà en train de se briser. Luís n'avait pas laissé son baccalauréat en retard. Il est revenu aux vieilles habitudes, nuit de la route, des affaires secrètes et une obsession croissante de la plus célèbre actrice de Lisbonne, Rosa de Lima. Les rumeurs se sont tournées vers des chuchotements. Et Maria Pia a commencé à disparaître, pendant des semaines, parfois des mois, recherchant le refuge loin du lit du roi. Quelque part dans ce labyrinthe des affaires et du chagrin, la maladie s'est glissée. Syphilis. Personne n'a osé parler le nom à haute voix. Mais derrière des rideaux de velours et des portes verrouillées, elle s'est enlevée. Luís, une fois le prince doré du Portugal, portait maintenant une malédiction silencieuse, qui entrait tous les coins de sa vie royale. Pendant des années, les symptômes se sont cachés dans l'ombre. Il sourit toujours pour les portraits, toujours citer des sonnets. Mais en 1887, le cauchemar est remonté à la surface. Cela a commencé avec des maux de tête. Ensuite, l'humeur aussi, violente, imprévisible. Son esprit une fois qui s'est effondré dans la confusion. Des ajustements de rage ont remplacé la poésie aux chandelles. Et puis vint les crises. La syphilis avait atteint son cerveau. Neurosyphilis, la forme la plus cruelle de la maladie. Il ne s'est pas contenté de voler le corps. Il a dévoré l'esprit. Les médecins des tribunaux ont tout essayé. Mercure. Arsenic. Les prières chuchotées pendant les nuits blanches. Mais rien n'a ralenti la descente. Luís, le savant roi, le garçon qui rêvait autrefois en vers shakespearien, était maintenant une ombre derrière les murs du palais. En 1889, à seulement 50 ans, Luís est décédé. Pas de la guerre. Pas de la trahison. Mais d'une maladie, aucun décret royal ne pouvait s'arrêter. Et sa mort a laissé plus que du chagrin. Elle a laissé une question. Combien d'autres portaient des couronnes, tout en cachant la même maladie sous eux? Parce que Luís n'était pas seul. De la Perse à l'Autriche, des palais de Habsbourg à la cour anglaise, la syphilis a sculpté un chemin silencieux à travers des lignées royales. Il ne se propage pas à travers les armées, mais dans les chambres.
Pas dans les batailles, mais dans des nuits chuchotées de plaisir, de solitude et de désespoir. Et ensuite, nous revenons plus loin dans le temps. À un garçon roi à l'Est. Un dirigeant qui a pris le trône à 9 ans, et est mort un homme brisé de 34. Son nom était Abbas II de Perse. Et son histoire montre à quel point l'âge d'or le plus brillant peut pourrir de l'intérieur. Il n'avait que 9 ans lorsque la couronne de Perse a été placée sur sa tête. Né en 1632, Abbas II a hérité d'un empire, et d'une énorme ombre, de son père, le shah de la dynastie safavide. La plupart s'attendaient à ce que le garçon soit une marionnette. Mais à 15 ans, Abbas avait saisi les rênes du pouvoir pour lui-même. Calculé, pointeux, inébranlable. Et pendant un certain temps, il a gouverné comme une légende. Il a gardé les puissants ottomans à distance, a écrasé les menaces des empires russes et moghols, et a inauguré l'une des époques les plus pacifiques de la Perse. Les commerçants ont prospéré. Les villes brillaient. Les gens ont chuchoté qu'Abbas H l'annonce a apporté un âge d'or. Mais même les âges dorés projettent de longues ombres. Derrière les murs du palais, Abbas envisageait plus que la stabilité. Il avait envie de plaisir. Son tribunal a pulsé de la vie, musique, poésie, danseurs en robe de soie. Son harem est devenu vaste, rempli de femmes de tous les coins de la conquête. Captifs, courtisanes, chuchotements dans la nuit. Le vin coulait comme de l'eau. Les parties s'étendaient pendant des jours. Et dans cette fièvre rêve de pouvoir et d'indulgence, quelque chose a glissé inaperçu. Syphilis. Personne ne sait exactement quand il l'a affecté. Aucun médecin royal n'a osé dire la vérité. Mais il s'est glissé à travers sa cour comme de la fumée. Passé de lit en lit, d'amant à l'amant, jusqu'à ce que même le chat lui-même montre des signes. En 1666, tout changeait. Abbas a commencé à se retirer. Les fêtes sont devenues plus silencieuses. Son corps s'est affaibli. La douleur a tordu ses articulations. Il trembla quand il marchait. Son esprit, une fois féroce et brillant, se promenait dans des nuages de confusion. Certains disent que son harem est devenu malade aussi, portant la même malédiction cachée. Aucun héritier n'est venu. Aucune force n'est retournée. Et puis, à 34 ans, le garçon roi qui avait autrefois gouverné un empire avec l'acier et la poésie, avait disparu. Officiellement, c'était une maladie. Mais en vérité, c'était la syphilis, un poignard invisible, glissé à travers les murs de la soie et de l'or. Avec la mort d'Abbas, le cœur de l'empire safavide a commencé à pourrir. Ses successeurs étaient plus faibles, la cour plus divisée. Les fissures que la syphilis ont laissées s'élargiraient dans l'effondrement. Une dynastie y était tombée. Mais loin à l'ouest, un autre héritier était déjà en spirale. Et cette fois, la maladie ne détruirait pas seulement un roi. Cela détruirait l'amour, l'héritage et l'avenir d'un empire. Né dans la puissante dynastie des Habsbourg en 1858, Rudolf était censé porter l'empire dans une nouvelle ère. Au lieu de cela, il est devenu sa malédiction. Dès le début, la vie de Rudolf a été déchirée par des contradictions. Sensitif, intelligent et plein de questions, mais soulevé sous un point de fer. Son père, l'empereur Franz-Joseph I, a exigé la discipline. Mais Rudolf avait envie de liberté. Sa sœur bien-aimée Gisela a été déchirée loin de lui. Son tuteur était cruel. Sa solitude? Écrasement. Il est devenu un homme d'élégance et de chaos. Un amoureux de la science et de l'art, mais aussi du danger, de l'alcool et des secrets. À 23 ans, l'Empire l'a forcé à se marier. Un match politique avec la princesse Stéphanie de Belgique, conçu pour la diplomatie, pas l'amour. Même pendant les engagements, Rudolf a défilé sa maîtresse à la cour. Et après la naissance de leur fille, il a à peine regardé Stéphanie. Elle était isolée, abandonnée, et puis infectée. Rudolf avait contracté la syphilis et la gonorrhée, et transmise à la fois à sa jeune femme. Les médecins lui ont menti. Lui a dit que les symptômes étaient une maladie de l'estomac. Mais la vérité était dévastatrice. La maladie a ravagé son corps, lui a volé la fertilité, avec elle, son sens de l'objectif. Elle ne supporterait jamais un autre enfant. Le cœur brisé et furieux, Stéphanie a refusé de partager à nouveau le lit de Rudolf. Et Rudolf? Il est descendu dans l'ombre de Vienne. Il se tourna vers les femmes, buvait et les plaisirs plus sombres. Les chuchotements tourbillonnaient autour de son nom. Prostituée. Affaire. Il s'est confié à sa maîtresse Mitzi Kaspar, la suppliant de mourir avec lui dans un pacte de suicide. Elle a refusé,
et a tenté de remonter l'alarme. Personne n'a écouté. Jusqu'en janvier 1889. Rudolf, maintenant consommé par la paranoïa et le désespoir, a attiré une baronne de 17 ans, Marie Wetzera, à son lodge de chasse à Mayerling. Quelques heures plus tard, les deux ont été retrouvés morts. Elle avait été abattue dans la tête. Il avait suivi sa vie. Le rapport officiel indiquait des causes naturelles. Mais Vienne connaissait la vérité. Tout le monde l'a fait. L'avenir d'un empire avait saigné sur le sol d'une lodge royale, transféré par la folie, la maladie et la honte insupportable. Et tandis que les chuchotements de la syphilis ont suivi Rudolf même dans la mort, ils n'ont jamais été officiellement reconnus. La maladie ne l'a pas simplement tué. Il a tué l'espoir d'une nouvelle génération de Habsbourg. Avant les rockstars, avant les rebelles, il y avait John Wilmot, le comte de Rochester. Né en 1647, John était le joker de royalty. Il a hérité d'un titre et d'une fortune à seulement 11, après que son père, l'un des grands héros de la guerre d'Angleterre, soit au combat. Le King Charles II nouvellement restauré a pris le jeune garçon intelligent sous son aile et l'a mis en liberté dans une vie libre d'un excès. À 13 ans, John était déjà à Oxford. À 17 ans, il tournait en Europe. 20, il était tristement célèbre. Le jour, il a absorbé la philosophie. La nuit, il s'est livré à chaque vice-Europe à offrir. Quelque part sur ses routes aux chandelles, ritées de maladies, de vin et de chuchotements, la syphilis l'a trouvé. Mais cela ne l'a pas ralenti. De retour à Londres, le roi Charles avait des plans pour lui. Un mariage avec la superbe héritière Élisabeth Mallet. Mais quand sa famille a refusé, John et sa mère ont fait l'impensable. Ils l'ont enlevé en plein jour. C'était assez scandaleux pour l'atterrir dans la tour de Londres. Il est sorti. Il est toujours sorti. Il a combattu courageusement dans la guerre néerlandaise et a épousé Élisabeth pour de vrai. Ils ont eu 4 enfants. Mais le bonheur domestique n'était pas dans la nature de John. Londres était son terrain de jeu. Il hanta le dos fumé room sauf restauration théâtre. Dormit avec des actrices, des courtisanes et des nobles. A lancé la carrière d'Elizabeth Barry, une brillante actrice et mère de l'un de ses enfants, seulement pour l'abandonner une fois qu'elle s'est élevée au-dessus de lui. Il se moqua du roi avec de la poésie tranchante comme un rasoir. Satirisé le tribunal. A offensé tout le monde. Jusqu'à ce qu'il pousse trop loin. Banni de la cour, cassé et criblé de maladies, il s'est réinventé comme Dr Bendo, un coin en tant qu'expert en fertilité. Parfois, il s'habillait en Madame Bendo pour gagner la confiance des nobles derrière des portes verrouillées. Mais même les meilleurs déguisements ne peuvent pas cacher la vérité pour toujours. La syphilis déchirait son corps. Son visage s'est boursouflé. Ses os ont fait mal. Son esprit glissa. Pourtant, il a continué à jouer, en réduisant la poésie, en riant de sa propre décomposition. Au moment où John Wilmot est décédé à seulement 33 ans, il était une balle du prodige qu'il était autrefois. Son corps détruit. Son éclat sédimenté. Sa légende, pour toujours liée à la maladie qu'il ne pouvait pas dépasser. Né en 1678, Joseph y était destiné à gouverner le Saint-Empire romain. Il avait tout, la santé, le charme et l'éclat brûlant d'un jeune monarque. Il a étudié l'art et la philosophie. S'est entouré de savants et de courtisans. Et comme beaucoup de rois devant lui, il s'est perdu dans le plaisir. Sa mère, l'Éléonore dévot et volant en fer Éléonore, a regardé en terreur. Elle a vu les femmes, les scandales, la fin d'indulgence. Et quand Joseph a eu 21 ans, elle a agi. Elle a arrangé un mariage. Wilhelmina Amalia de Brunswick-Lunebourg, une princesse pieuse et disciplinée 5 ans son seigneur. Avant la cérémonie, Wilhelmina a été soumise à un examen de fertilité, invasif, tout comme la coutume. L'amour royal n'a jamais été une affection. Il s'agissait de sang. Au début, ils ont joué le rôle. Wilhelmina a donné naissance à un fils. Joseph semblait s'installer. Mais ça n'a pas duré. Ses voyages de chasse se sont transformés en escapades d'une semaine d'hédonisme. Son ami, le comte Lambert, lui a fourni des amoureux, des paysannes aux dames néo. Une maîtresse, la comtesse Marianne Palffy, est devenue si importante qu'elle a reçu ses propres quartiers à la cour. Même le pape a protesté. L'impératrice Éléonore, humiliée, a fait arrêter Lambert. Mais Joseph, intouchable. Au milieu de ce chaos, Joseph retournerait au lit de Wilhelmina, maintenant. Elle lui a porté 3 enfants. Un seul, un garçon nommé Léopold,
a survécu à l'enfance. Mais même cet espoir était éphémère. Léopold est mort avant son premier anniversaire. Puis est venu le coup final. Joseph a contracté la syphilis, à la suite de la fille d'un jardinier du palais. Et au lieu de protéger sa femme, il l'a infectée. La foi de Wilhelmina lui a dit que c'était une punition divine pour l'impureté. Elle a prié. Elle a pleuré. Mais la maladie a tout volé. Sa santé, sa dignité et sa capacité à porter un autre enfant. La lignée de la dynastie avait été coupée, pas par la guerre, non pas par la politique, mais par la luxure. Joseph est décédé à seulement 32 ans. La syphilis avait revendiqué une autre couronne. Son frère, Charles VI, a pris le trône. Mais le destin n'était pas non plus gentil avec lui. La femme de Charles a enduré des rituels de fertilité bizarres, des remèdes superstitieux et des prières désespérées. En fin de compte, elle n'a produit que des filles. L'Empire se tenait, mais la lignée était brisée. Et donc, l'histoire s'est transformée. En forme non seulement par les armées et les alliances, mais par une maladie, personne n'a osé. Une maladie est passée en secret. Cela a presque brisé les trônes du monde.